Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast, et également écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à une figure essentielle et peut-être trop discrètement célébrée de la poésie américaine du XXe siècle, à une voix qui sut conjuguer à la fois la rigueur la plus classique et l'incandescence la plus secrète. À une femme qui régna pendant près de 40 ans sur les pages poétiques d'un grand magazine new-yorkais sans jamais cesser de creuser. Dans l'ombre, son propre chant brûlant, et je veux parler bien sûr de Louise Bogan. Alors, imaginez une petite femme élégante, vêtue avec une sobriété irréprochable, traversant chaque matin les rues de Manhattan pour gagner les bureaux d'un magazine où l'attendent les manuscrits du monde entier. Imaginez qu'elle juge avec une autorité tranquille et redoutée les poèmes qu'on lui soumet, qu'elle accepte ou refuse d'un trait de plume le destin de quelques vers, qu'elle écrit des chroniques où l'érudition côtoie l'épigramme. Imaginez maintenant que cette même femme rentre le soir dans un appartement modeste, qu'elle ferme la porte derrière elle, qu'elle écoute peut-être un opéra de Mozart, et qu'elle se penche alors sur ses propres carnets pour y déposer des poèmes d'une intensité tellement haute qu'ils donnent le vertige. Remplis de visions médusantes, de sibylles modernes, de méditations sur le rêve et la mort, de courtes pièces d'une compression presque absolue où chaque syllabe pèse de tout le poids d'une vie. Eh bien voilà Louise Bogan. Critique respectée le jour, oracle nocturne, gardienne de l'antique forme lyrique au cœur de la métropole prosaïque, nous allons entrer dans cette double existence complexe et écouter le chant secret derrière la voix publique et tâcher même de comprendre comment cette Américaine du XXe siècle a su préserver, presque seule, contre son temps, la flamme d'une poésie incantatoire et nécessaire. Commençons par la base. Elle est née le 11 août 1897 à Livermore Falls, dans le Maine, qui est une petite ville d'industrie papetière. Son père, contremaître dans les manufactures, et sa mère descendaient tous deux d'émigrés irlandais arrivés aux États-Unis dans le sillage de la Grande Famine. La famille était catholique, l'enfance fut peuplée des images du missel et des cantiques mariaux, et Louise garderait toute sa vie, malgré son éloignement futur de la pratique religieuse, l'empreinte d'une iconographie chrétienne qui se mêlerait à la fois aux figures de la mythologie grecque pour façonner son imaginaire, mais ce qui marqua davantage encore cet enfant, ce fut certainement la personnalité orageuse et insaisissable de sa mère. Cette dernière était une femme d'une beauté flamboyante, sujette à des passions, à des absences, à des retours dramatiques, capable de tendresse excessive et de violence soudaine. Elle disparaissait pour suivre des hommes, revenait après des semaines, des mois, semait autour d'elle un climat d'instabilité érotique et émotionnelle dont la petite fille fut spectatrice impuissante. Cette mère qui partait, qui mentait, qui pleurait, qui aimait pourtant à sa manière, deviendrait dans l'œuvre poétique de Louise une figure obsédante. Par sa présence-absence, sa source d'amour et de blessures, l'archétype de la féminité dévorante autant que désirée. L'enfance se déroula ainsi de petite ville en petite ville, dans des hôtels de passage, des chambres louées au mois, des écoles changées au gré des déplacements paternels, Manchester, dans le New Hampshire, puis Boston, où la famille finit par s'établir lorsque Louise eut une douzaine d'années. La fillette s'était fait tôt un refuge dans les livres. Elle lisait avidement, dévorait Woodworth et Tennyson, découvrait Yeats dans les premières années du siècle et apprenait par cœur des poèmes qu'elle se récitait pour conjurer les disputes familiales. Elle commença très jeune à écrire.
à tenir des cahiers, à éprouver dans le travail rythmé du vers une forme de salut. Ce salut par la mesure, cette confiance précoce en la vertu apaisante de la prosodie, allait finalement devenir le principe même organisateur de l'ensemble de son œuvre. Tandis que la maison maternelle restait le théâtre de l'imprévisible, le poème offrait quant à lui une architecture où chaque mot trouvait sa place, où le chaos pouvait être contenu sans être jamais nié, où la souffrance pouvait être dite sans être pour autant épanchée. Boston lui offrit une éducation solide. Elle entra à la Girls Latin School, l'une des meilleures institutions de la ville, où elle reçut un enseignement classique rigoureux qui lui donna le grec, lui donna également le latin, la familiarité avec les grands textes anciens. Sa première année à l'université de Boston confirma sa vocation littéraire. Mais l'argent manquait pour poursuivre. En 1916, à 19 ans, elle épousa Kurt Alexander, un jeune officier de l'armée américaine, et quitta avec lui Boston pour le Panama, où il était affecté. Ce mariage précipité fut, comme tant d'unions de jeunes femmes douées qui cherchent à fuir le foyer maternel, autant une libération qu'une sorte de nouveau confinement. L'année suivante, elle mit au monde une fille, Mathilde, qu'elle appellerait familièrement Maïdi. Au Panama, dans la chaleur tropicale, dans la solitude d'une jeune mère séparée par des fuseaux entiers de tout ce qui avait nourri son esprit, elle continua néanmoins d'écrire. Les poèmes de cette époque témoignent déjà d'une maturité saisissante, d'une économie, même verbale, frappante, d'une capacité à charger l'image d'un poids symbolique considérable. Le mariage avec Alexander s'effrita relativement rapidement. Le couple se sépara et Louise revint vivre dans la région new-yorkaise avec sa fille. Puis c'est en 1920 que Kurt Alexander mourut d'une pneumonie. Veuvage à 23 ans. Voici la jeune poète libre, mais d'une liberté lestée d'une enfant à élever et d'une douleur silencieuse à porter. Elle prit la décision audacieuse de partir pour Vienne, où elle vécut quelques mois, étudiant l'allemand, lisant Rilke, dont elle deviendrait l'une des passeuses américaines. Errant dans cette capitale impériale, en pleine désagrégation d'après-guerre, la cité de Schubert et de Klimt lui ouvrit l'Europe centrale, lui offrit une oreille pour le lyrisme germanique et lui révéla peut-être aussi quelque chose des arrière-mondes que la psychanalyse naissante explorait sous les fenêtres d'une ville encore tout imprégnée des audaces de Sigmund Freud. À son retour aux États-Unis, elle s'installa dans le Greenwich Village, qui était alors le quartier de tous les bohèmes intellectuels, et commença à publier dans les revues de l'avant-garde américaine. Edmund Wilson devint son ami et son éveilleur critique, l'introduisant dans les milieux où elle trouverait pour la première fois des interlocuteurs à sa mesure. En 1923 paraît « Body of This Death ». Le titre, magnifique et terrible, est une citation de l'épître de saint Paul aux Romains, qui me délivrera de ce corps de mort. On y vit, dès les premières pages, la voix d'une poète déjà entièrement constituée. Pas de tâtonnement, pas d'imitation apparente, une diction maîtrisée, une syntaxe ramassée, une violence émotionnelle contenue dans des formes brèves et fermes. Louise Bogan a 26 ans et elle se présente d'emblée comme l'héritière d'une lignée prestigieuse. Sa parenté, elle ne la cherche pas chez les modernistes les plus tapageurs de son temps, ni chez Poole, qui pulvérise la mesure traditionnelle, ni chez Eliot, qui la déconstruit plutôt savamment. Elle se range plus discrètement, plus sûrement, du côté des grands lyriques anglais,
du XVIIe siècle, comme John Donne, George Herbert, Andrew Marvell. Ces métaphysiques qui surent faire chanter ensemble l'intellect le plus aigu et la passion la plus vive. Elle se range aussi aux côtés de Yeats, dont la quête symbolique et l'attention au rythme l'accompagneront toute sa vie durant, et de Rilke, dont elle reconnaît la profondeur visionnaire et qu'elle commence à traduire pour son propre usage avant de le partager au final. Je pense qu'on gagne aussi à situer Beaugrand parmi ses contemporaines américaines de même rigueur. Hilda Doolittle, que tout le monde appelait par les seules initiales HD, poursuivait à la même époque une exploration hellénisante d'une singulière densité, allant chercher dans les fragments de Sappho, dans les figures d'Hélène, d'Orphée, de Cythère, des matrices pour une poésie d'une chasteté somme toute minérale. Marianne Moore, plus âgée de quelques années, élaborait dans ses syllabes comptées et ses citations entrelacées une poétique de l'observation patiente, où le pangolin et le poulpe devenaient des leçons de précision morale. Avec ces deux figures, Beaugrand formait, sans qu'elle eusse jamais constitué une école déclarée, une sorte de triade de la rigueur féminine américaine attentive à la composition, méfiante envers l'effusion, héritière de grandes formes plus que des manifestes. Mais là où HD cherchait dans le mythe une reconfiguration salvatrice, là où Moore se tenait dans l'ironie classifiante, Beaugrand, elle, demeurait du côté de la passion lyrique pure, du chant intime renouvelé, de la blessure transmuée en mélodie. Sa singularité, dans cette triade, tient à cette préservation de l'incandescence sous le contrôle, à cette persistance de la flamme sous le verre soufflé. Cette filiation détermine sa singularité dans le paysage américain. À une époque où s'affirmera bientôt la poésie dite confessionnelle, où des Robert Lowell, des Anne Sexton, des Sylvia Plath, pour les deux dernières, vous avez un podcast qui leur sont dédiés sur voixpoétique.com, eh bien, feront du poème le récit cru du symptôme intime. Louise Beaugrand défendra obstinément la primauté de l'objet façonné. Le poème, pour elle, n'est pas l'effusion, mais bien la cristallisation. Ce n'est pas le déversement, mais la décantation lente. La douleur entre dans le verre comme le minerai entre dans le creuset pour y subir une fonte qui en sépare la scorie de l'or. Cette éthique formelle n'est pas une fuite devant l'expérience, comme le lui reprocheront parfois ces cadettes féministes. Elle est au contraire l'exigeante reconnaissance que ce qui nous traverse mérite mieux qu'un cri immédiat. Cela mérite la vigilance, la révision, l'attente patiente du juste mot. Pindare, dans la Grèce ancienne, comparait la composition de l'Aude à un acte d'athlétisme spirituel. La maîtrise du rythme y prolonge la maîtrise du corps. La force du chant y dépend de la discipline de la respiration. Et Louise Beaugrand, à sa manière, prolonge cette ascèse pindarique. Son lyrisme est un sport sacré, une gymnastique du souffle, où le moindre relâchement compromettrait l'efficacité du geste. Parmi les poèmes inauguraux de Body of This Death se trouve le poème Médusa, qui est un court chef-d'œuvre qui condense en quelques strophes toute la singularité de sa vision. Le sujet semble simple. Une scène figée dans le temps, une maison vue à travers les yeux d'un témoin pétrifié par le regard de la Gorgone. L'eau ne coule plus, l'arbre ne bouge plus, l'âne, sur la pente, est arrêté pour toujours dans son geste. Le soleil reste immobile au-dessus du paysage. C'est la fin du temps. La suspension absolue, l'éternité conquise par la pétrification.
Le mythe grec disait que Méduse changeait en pierre quiconque osait croiser son regard. Vous le connaissez certainement. Louise Bogan retourne le mythe. Ce n'est pas elle qui regarde Méduse, c'est Méduse qui la regarde. Et ce qui en résulte n'est pas une mort, mais une étrange immortalité. Un présent perpétuel qui n'évolue plus. Faut-il y lire l'image du traumatisme qui fixe à jamais une scène et la rejoue indéfiniment dans la chambre noire de la mémoire? Faut-il y voir une forme moderne de l'hiérophanie grecque où la rencontre avec le sacré primitif arrête le cours profane des choses? Les deux lectures se rejoignent. Le poème accomplit cette double opération. Il dit le trauma et le sacralise. Il fixe l'horreur et la transmue en révélation. La pétrification n'est plus alors malédiction, mais bel et bien sacrement. La conscience paralysée, parce qu'elle a vu, devient enfin capable de voir. Cette aptitude à recevoir des images d'une intensité presque insoutenable rapproche Louise Bogan d'une lignée féminine immémoriale, celle des prophétesses, des sibylles, des oracles. Dans le poème intitulé Cassandra, elle se glisse explicitement dans la peau de la prêtresse troyenne, condamnée par Apollon à voir l'avenir et à n'être jamais crue. La situation décrit, à travers la figure mythique, la condition même de la femme poète dans une culture qui n'écoute qu'à demi sa voix. Voir et savoir, parler et n'être pas entendu, prophétiser dans le désert. Mais elle dit aussi, plus profondément, le statut paradoxal de la parole inspirée. Les Grecs imaginaient les Sibylles assises sur leurs trépieds au-dessus du gouffre, respirant les vapeurs montant des entrailles de la terre, formulant en hexamètres obscurs les volontés divines. Au sanctuaire de Delphes, à Cume, à Dodone, ces femmes relais transmettaient ce qui, autrement, serait demeuré silence. Leur voix n'était pas la leur. Elle traversait leur corps, comme un vent traverse une harpe éolienne. Louise Bogan reprend cette posture de médiation, sans naïveté, mais sans dérision. Elle sait que le poète moderne ne croit plus au dieu de l'Olympe, mais elle sait aussi que la fonction oraculaire de la parole demeure, déplacée vers d'autres profondeurs, comme l'inconscient, le rêve, la mémoire archaïque que la psychologie des profondeurs commençait alors à explorer sous nos vies superficielles. Un autre poème, parmi les plus saisissants qu'elle ait écrit, mérite ici qu'on s'y arrête. Il s'appelle The Dream, le rêve. Il s'agit d'une cavalière qui monte un cheval noir qui soudain s'emporte, devient menaçant, semble vouloir la tuer. Devant l'animal furieux apparaît alors une seconde figure, féminine elle aussi, qui propose à la cavalière le geste salvateur. Retire ton gant, donne-lui à respirer ta main nue, laisse-le reconnaître ton odeur humaine. La cavalière obéit, le cheval s'apaise. Ce qui menaçait de la détruire devient tout à coup son allié. Le poème est court, presque allégorique, mais sa puissance vient de ce qu'il refuse l'allégorie facile. Il laisse résonner ces figures dans toute leur ambiguïté. Le cheval est-il la passion sexuelle ou l'inconscient menaçant, l'animalité qu'il faut apprivoiser? La femme conseillère est-elle la mère bienveillante qui n'a jamais existé? L'instance intérieure, qui sait? L'archétype de la sagesse? Le geste de retirer le gant est-il aveu, soumission, courage ou simple humanité? Toutes ces lectures sont possibles en fait. Et le poème les soutient toutes simultanément. Il dit la nécessité de se rendre désarmé devant ce qui nous effraie, de présenter à la peur la nudité de notre main plutôt que la défense de nos artifices. C'est une leçon de courage spirituel, parfaitement non doctrinale, et c'est aussi secrètement une parabole de l'écriture elle-même.
Le poème n'apprivoise les puissances obscures qu'à condition de les rencontrer sans armure. En 1925, elle épousa en secondes noces Raymond Holden, qui est un écrivain poète mineur, dont elle attendait peut-être qu'il fût pour elle ce compagnon littéraire dont elle avait besoin. Le couple s'installa quelques années dans une maison de campagne à Hillsdale, dans l'État de New York, espace de calme apparent, où Louise tenta de concilier la vie domestique, l'éducation de sa fille adolescente, l'écriture et la fréquentation occasionnelle des cercles new-yorkais. Mais cette stabilité champêtre était plus précaire qu'elle ne semblait. Holden ne fut pas le mari qu'elle avait espéré. Il fut infidèle, dispendieux, très peu fiable. Et en elle-même, quelque chose résistait au modèle conjugal qu'on lui proposait. Une violence ancienne remontait par moments, héritée peut-être de cette mère ingouvernable dont elle craignait de reproduire les comportements. Le second recueil, Dark Summer, parut en 1929, prolongeant la veine inaugurée 6 ans plus tôt, mais l'enrichissant d'une noirceur nouvelle, d'une forme d'épaisseur méditative, d'un sens accru du tragique. On y trouve ce poème admirable, qui s'appelle « Henceforth from the Mind », qui pose la question, presque insoutenable, de ce que devient l'âme quand le cœur a tout perdu. La réponse, sobre et implacable, est que l'esprit fabrique alors ses propres consolations à partir de la mémoire et du chant. Au printemps 1931, le château intérieur s'effondre. Épuisement nerveux, dépression majeure, hospitalisation, Louise Bogan dut être prise en charge dans une institution psychiatrique du Connecticut, où elle restera plusieurs mois. Elle y connut la sidération, la déchéance physique, l'humiliation des soins, mais aussi, étrangement, une forme de paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La maladie, au fond, l'obligea à faire halte, à regarder en face ce qu'elle avait jusqu'alors recouvert. Alors elle se mit à lire Carl Gustav Jung, dont les écrits commençaient à circuler en Amérique, et trouva dans la pensée du psychologue zurichois des outils pour comprendre ce qui lui arrivait. La notion d'ombre, ce versant refoulé de la personnalité qui finit par exiger d'être connu, lui parut décrire avec exactitude sa propre expérience. Une seconde hospitalisation suivrait 2 ans plus tard. De ces traversées du gouffre, elle ne ferait jamais une littérature directe, fidèle à son refus de la confession, mais ses poèmes des années 30 porteraient désormais une profondeur de chambre obscure, une connaissance acquise dans la nuit. Et c'est précisément cette même année 1931, dans le temps même de sa première crise, que Harold Ross, fondateur du New Yorker, lui proposa de tenir la chronique poétique de l'hebdomadaire. Et elle accepta. Cette fonction qu'elle exercerait pendant 38 années, jusqu'en 1969, allait représenter pour elle bien plus qu'un gagne-pain. Elle devint la conscience critique d'une génération de poètes américains. À travers ses comptes rendus, brefs, ciselés, parfois redoutables, elle sépara le bon grain de l'ivraie, en quelque sorte, avec une lucidité dont quelques-uns souffrirent et dont beaucoup profitèrent. Elle imposa des standards. Elle défendit les œuvres qu'elle jugeait essentielles. Fit lire en Amérique des Européens méconnus, accompagna l'émergence de jeunes voix avec une intention discrète. Cette charge fut pour elle un sacerdoce laïque. Dans une culture américaine qui marchait à grands pas vers le triomphe du roman, du cinéma, du journalisme, eh bien, elle gardait avec une grande vigilance la flamme de la poésie comme on garde un feu sacré dans un temple oublié. Sa position au New Yorker lui valut un certain pouvoir, mais elle sut, et c'est tout à son honneur, ne jamais en abuser.
Elle écrivait peu sur ses propres amis, refusait les complaisances, tenait son jugement à distance des affections. En 1937 paraît son troisième recueil, qui se nomma The Sleeping Fury. Et son poème-titre marque un seuil dans son œuvre. La furie dont il s'agit là n'est pas une simple métaphore. Elle vient en droite ligne des érines grecques, ces déesses cnoniennes que les anciens nommaient aussi, par euphémisme conjuratoire, les Euménides, les bienveillantes. Aux trois sœurs vengeresses, Alecto, Mégère et Tisiphone, Échille, dans la trilogie de l'Orestie, avait fait connaître, au terme du procès d'Oreste, une métamorphose extraordinaire. Poursuivante implacable, elle consentait à devenir, sous l'arbitrage d'Athéna, les protectrices de la cité. La fureur n'était pas tuée, elle était apaisée. Le venin n'était pas extrait, il était plutôt transmué en une forme de bénédiction. Et Louise Bogan, dans son poème, contemple sa propre furie en grande, cette part d'elle-même qui longtemps l'avait poursuivie, persécutée, déchirée. Elle la regarde dormir, désarmée, presque enfantine, la rage maternelle dont elle avait hérité, le chaos qu'elle avait redouté de reproduire, le destructeur qui l'habitait. Tout cela n'a pas, bien sûr, été supprimé, mais a été reconnu, accepté et finalement intégré. Le poème accomplit en quelques strophes ce que les traités d'alchimie spirituelle décrivent sous le nom de Connexio Oppositorum. Voilà, j'avais plus le dernier mot, excusez-moi. Qu'on appellera plus simplement, dans notre langage français, l'union des contraires. Ce moment où ce qui se combattait dans l'âme entre dans une forme de réconciliation supérieure. Parallèlement à son œuvre poétique propre, Louise Bogan se livra à un long travail de traduction et de fréquentation des littératures européennes. Elle traduisit en collaboration avec son amie Elisabeth Meyer plusieurs textes de Goethe dont elle aimait la sagesse classique et la profondeur cachée sous l'apparente sérénité. Cette pratique du passage d'une langue à l'autre était pour elle une discipline supplémentaire, une manière d'éprouver dans le détail la résistance du poème original et d'apprendre par la peine ce qu'on ne saisit jamais qu'imparfaitement de la voix d'autrui. Elle entretenait, avec ses pairs, une vie épistolaire d'une qualité rare, dont témoignent les lettres rassemblées après sa mort. Léonie Adams, May Sarton, Rolf Humphries, Théodore Rothke, avec qui elle eut, au milieu des années 30 d'ailleurs, une lésion brève mais marquante. Edmund Wilson, son ami de toujours, qui formait autour d'elle donc une chambre amicale où la poésie restait l'objet d'un sérieux que le siècle abandonnait peu à peu. Elle correspondait, elle conseillait, encourageait, aidait matériellement parfois. Et elle savait reconnaître le talent et le servir sans pour autant en être dupe. On a parfois reproché à Louise Bogan une certaine sécheresse, une réserve, voire même une froideur. Adrienne Rich, dans un essai célèbre sur les femmes poètes du milieu du XXe siècle, l'a placée parmi celles qui, prisonnières d'une discipline héritée des hommes, n'auraient pas su libérer pleinement la voix féminine que les générations suivantes assumeraient sans masque. Ce reproche est juste, mais à demi. Il est exact que Bogan se méfia de l'épanchement, qu'elle redouta l'autobiographie crucière, qu'elle préféra le voile de l'archétype à la nudité du témoignage, mais cette retenue n'était pas une méconnaissance de soi. Elle était un choix esthétique et éthique, à mon sens. Elle pensait, avec les anciens, que l'œuvre n'a pas pour fonction de soulager celui qui l'a fait, mais d'élever celui qui la reçoit. Elle pensait même que le poème n'est pas l'aveu, mais plutôt le don,
et que le don suppose une mise en forme préalable. Cette position rejoint étonnamment l'enseignement des stoïciens romains, comme Marc Aurèle dans ses pensées, qui observait que ce qui nous arrive ne mérite l'attention que dans la mesure où nous savons en faire quelque chose qui dépasse la simple complainte. La forme chez Bogan est cette transformation qui élève l'accident biographique au rang de figure universelle. Il faut s'arrêter un instant sur cette parenté avec les anciens, parce qu'elle éclaire la dimension secrètement spirituelle de son œuvre. Bogan n'est pas une mystique au sens étroit et doctrinal du mot. Elle ne croit plus au dogme de son enfance catholique, elle ne se rattache à aucune tradition initiatique avouée, elle se tient à distance des spiritualismes nouveaux qui foisonnaient dans le New York de son temps, et pourtant, sa relation au langage relève bien de quelque chose qui ressemble à une forme de sacré. Elle écrit comme on accomplirait un rite, avec une certaine lenteur, une gravité, une attention extrême aux détails. Elle considère que certains mots, certaines images, certaines successions sonores ont une vertu transformatrice. Sappho, dans les fragments qui nous sont parvenus de son chant lesbien, dégageait déjà cette puissance incantatoire de la diction lyrique. Appeler une déesse par son nom juste, énumérer les attributs de l'aimé selon le rythme prescrit, c'était convoquer véritablement une présence dans l'espace du poème. Emily Dickinson, dans Le silence d'Amherst, savait elle aussi que certaines formules brèves ont un pouvoir d'effraction sur la lisière. Bogan se tient dans cette filiation. Sa mystique, si on accepte le mot, est une mystique de la voix tendue, de la note juste arrachée à l'informe, du poème comme petite chambre ou quelque chose de plus grand qu'on sent finalement à ses journées. Le rêve, justement, occupe dans son œuvre une grande place, qu'il faudrait dire presque architecturale. Plusieurs de ses poèmes, les plus puissants, procèdent d'images oniriques, ou plutôt de cette zone intermédiaire entre la veille et le sommeil, où les figures montent du fond de l'âme avec une netteté presque hallucinatoire. Héraclite affirmait dans un fragment célèbre que les éveillés ont un monde commun, mais que chaque dormeur se retire dans le sien. Bogan rétablirait peut-être l'inverse. C'est dans le rêve que se révèle le monde commun. Le fond archétypique partagé par tous. La vérité que la conscience diurne ne fait qu'effleurer. L'Antiquité grecque et romaine a longtemps tenu le songe pour une voie d'accès au divin. Asclépios soignait par les rêves dans son sanctuaire d'Épidore. Les fidèles dormaient dans l'enceinte sacrée pour recevoir en songe l'indication thérapeutique, cette ancienne incubatio, sommeil rituel en lieu consacré, perdure obscurément dans la pratique poétique de Bogan. Elle sait que le poème, pour atteindre sa vraie profondeur, doit avoir traversé la nuit, doit avoir été visité par ceux qui ne se laissent approcher qu'à la faveur du retrait dur. Sa poésie est en ce sens une poésie de seuil. Elle se tient à la lisière où veille et sommeil échangent leur lumière, où la raison s'efface assez pour que le mythe puisse parler en clair. Les dernières décennies de sa vie sont marquées par un certain ralentissement de la production poétique. Elle écrit moins, elle publie moins. Comme si la source intérieure se faisait rare, ou voire même se retirait dans un silence plus profond. La reconnaissance officielle ne lui manqua pas pour autant. En 1955, le prestigieux prix Bollingen vint couronner son œuvre, attestant d'une haute estime parmi ses pairs. En 1968, 2 ans après sa mort, paraît The Blue Estuaries, un recueil rassemblant ses poèmes de 45 années d'écriture. Le titre est marin, elle est contemplatif, ces estuaires bleus
sont les lieux où le fleuve se mêle à l'océan, où le particulier rejoint le général, où la voix singulière entre dans les eaux anonymes du champ universel. Le livre fut accueilli avec une admiration mêlée de surprise, comme si l'on découvrait soudain qu'une grande œuvre s'était constituée à bas bruit, sans tapage, dans la marge d'un travail journalistique pourtant remarqué. La consécration vint, mais Beaugrand en goûta très peu les fruits. Elle s'éloignait. Elle confia à ses amis qu'elle se sentait fatiguée, qu'elle attendait une fin qui ne tarderait plus. Le 4 février 1970, on la trouva morte dans son appartement à Manhattan, seule, comme elle avait souvent vécu. Elle avait 72 ans. Que retenir aujourd'hui de cette existence et de cette œuvre? Eh bien, tout d'abord, plusieurs leçons s'offrent à qui sait les recueillir. La première, à mon sens, concerne le statut même du lyrisme à notre époque. Nous vivons un temps où la prose règne sans partage et où la poésie elle-même se fait souvent prosaïque, où l'idée de chant semble désuète, où aux oreilles formées aux reportages et aux commentaires. Eh bien, Louise Beaugrand rappelle, par la seule existence de ces textes, que le chant n'est pas un ornement archaïque, mais bien une dimension essentielle de la parole humaine. Et il y a des choses qui ne peuvent être dites qu'en chantant, et qui, faute d'être chantées, demeureraient à jamais innommées. La deuxième leçon concerne la discipline du métier. À une époque qui valorise l'expression spontanée, l'authenticité brute, le partage immédiat de l'émotion vécue, Beaugrand rappelle que toute parole digne d'être conservée demande à être travaillée, reprise, ajustée, jusqu'à ce que la formule finale rende honneur à l'intuition initiale. La troisième leçon, plus discrète, concerne la posture même du poète dans la cité. On peut servir la poésie sans s'exhiber. On peut l'aimer sans la convertir en spectacle de soi. Beaugrand a passé sa vie à lire les autres, à juger sans complaisance ni cruauté, à protéger un certain niveau d'exigence dans une culture qui glissait vers la facilité. Eh bien, cette fonction critique exercée avec patience et sans vanité fait partie intégrante de son œuvre. Et puis, il y a surtout le mystère de sa propre voix. Cette voix sait, comme peu d'autres, faire tenir dans un quatrain ce que d'autres déliraient en tout un recueil. Elle a la densité d'une pierre précieuse, si vous voulez mon avis. Elle a cette forme de lenteur grave d'un cantique, la fermeté d'une inscription gravée dans l'œuvre. Quand on lit ses meilleurs poèmes, on a le sentiment d'entendre une parole qui vient de très loin et qui a traversé des siècles, qui appartient autant à Sappho qu'à Emily Dickinson, autant aux psalmistes qu'aux jeunes femmes qui écrivent aujourd'hui dans les mansardes de Brooklyn. Elle est une passeuse. Elle n'a pas inventé à proprement parler une langue nouvelle. Elle a maintenu vivante la possibilité même de la langue lyrique. Et dans ce maintien, qui peut paraître modeste à certains, eh bien, il y a à mon sens une forme de grandeur que notre siècle commence seulement à mesurer. Toute civilisation se juge à ce qu'elle préserve des civilisations antérieures qui l'ont nourrie. Et Louise Beaugrand a préservé, presque seule contre la marée prosaïque du XXe siècle américain, le possible même de l'incantation. Cette préservation est un geste politique autant que spirituel. Un service rendu non seulement à son temps, mais également au temps à venir. Je vous invite donc maintenant, à présent, à découvrir par vous-même l'œuvre de Louise Beaugrand, si vous ne la connaissiez pas déjà, en cherchant sur Internet ou dans toute votre bonne librairie de quartier bien sûr, The Blue Estuaries, Poems de 1923-1968, qui est une somme magnifique qui rassemble l'essentiel de sa production poétique et qui demeure le meilleur point d'entrée dans son univers.
Vous y trouverez également, parmi d'autres merveilles, le poème intitulé Song for the Last Act, qui est un chant d'adieu, déchirant et sobre, où la voix s'éloigne par étapes successives. Vous y entendrez Henceforth, From the Mind, méditation lapidaire sur ce que le cœur, ayant tout perdu, trouve encore dans l'esprit pour continuer de vivre. Vous y rencontrerez The Dream, où une cavalière affronte un cheval menaçant qui devient, par la grâce d'un geste, son allié. Vous y croiserez bien sûr Médusa, dont nous avons parlé, et The Sleeping Fury, le sommet de son œuvre. La langue est l'anglais, et l'on peut regretter qu'aussi peu de ces textes aient encore traversé l'Atlantique pour gagner notre français. Raison de plus pour les approcher dans leur vision originale, dont la musique compacte et minérale se laisse, avec un peu d'attention, deviner même par qui n'aurait pas une grande familiarité avec la langue de Yeats. Lisez ces poèmes lentement, à voix haute, plusieurs fois. Ils résistent, dans un premier temps, comme tous les vrais poèmes, en fait, finalement. Puis ils s'ouvrent et révèlent une intelligence émotionnelle d'une rare profondeur. Une musique discrète, mais ineffaçable. Une présence qui vous accompagnera, je ne suis certain. Nous voilà à la fin de cet épisode, chères auditrices et chers auditeurs. Alors, qui fut Louise Bogan ? Une femme dont la vie ne se laisse pas réduire à une formule, dont l'œuvre ne se laisse pas enfermer dans une école, dont la voix continue, plus de 50 ans après sa mort, à chuchoter des choses essentielles à qui celle d'écouter, bien évidemment. Sa leçon est celle d'une fidélité à la forme, dans un siècle qui voulut s'en débarrasser, fidélité à la profondeur, dans une époque qui privilégiait la surface, fidélité au chant, dans une civilisation qui s'enivrait de bavardage. Elle aurait pu, comme tant d'autres, sacrifier à la mode, courir derrière l'air du temps, multiplier les déclarations spectaculaires. Eh bien, elle préféra travailler, lentement, longuement, au polissage d'une pierre précieuse, dont chaque facette reflèterait à qui se pencherait sur elle un éclat différent du même feu central. Sa fureur intérieure, elle ne l'a pas tue, mais elle l'a apaisée. Elle a fait avec elle un pacte, comme Athéna, avec les Érines. Tu ne me persécuteras plus si je consens à te connaître. Cette réconciliation avec l'ombre, cette intégration patiente du démon intime, eh bien c'est peut-être le plus précieux de son enseignement, en fait. Nous croyons trop souvent qu'il faut chasser nos furies, les exiler, les vaincre. Bogan nous murmure qu'il faut au contraire les inviter à dormir, leur faire une place dans la maison de l'âme, leur offrir le silence et la considération qu'elle réclamait depuis finalement si longtemps. Alors puissiez-vous, en quittant cet épisode, sentir quelque chose de cette voix tenace et magnifique. Puissiez-vous également éprouver, comme moi, le besoin d'aller à sa rencontre, de chercher ses dires, de prononcer ces vers à voix basse, dans le silence du soir, de votre intimité. Puissiez-vous également découvrir à travers elle qu'au cœur de la modernité la plus prosaïque, la possibilité du chant demeure intacte, offerte à qui celle l'accueille. Que la flamme qu'elle a si longtemps gardée continue, par votre médiation à votre tour, à éclairer les chambres intérieures de ceux qui ont encore l'oreille fine pour entendre les langues anciennes. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.